Aux manettes de ce documentaire, là, on n'a pas des lapins de 6 semaines. Là, je peux te dire qu'on a des gens sérieux. Regarde, j'ai les notes sous les yeux. L'équipe qui a réalisé ce documentaire, on a Pierre Barnerias, ancien journaliste pour France 3, LCI, TF1, ancien rédacteur en chef chez RTL2 et aussi correspondant de guerre pour Europe 1 et France Info. On a Nicolas Reoutzky, producteur et directeur de production, qui a notamment fait des émissions comme La Carte au Trésor. Ça fait plaisir, les hélicoptères rouges et bleus. Et puis on a aussi Christophe Cosset, auteur, réalisateur et producteur TV pour France Télé. Donc on a quand même un peu les trois mousquetaires. Là, on n'a pas des amateurs. C'est pas Grand Guignol qui prend sa caméra et qui va filmer. On est sur la réalisation d'un documentaire sérieux et appliqué. Il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Je n'ai pas vu ce film, j'ai lu beaucoup de choses autour de ce film. Écoutez, il est dans l'air du temps. Le complotisme prospère face dans des sociétés qui ne voient plus le futur, et qui sont complètement plongées dans le brouillard de l'incertitude. Et ce brouillard de l'incertitude, il ne fait que alimenter toutes les théories complotistes. Regardez ce qui se passe aux États-Unis et qui a même franchi l'Atlantique avec les complotistes de QAnon, qui sont d'ailleurs cautionnés par le président sortant, par Trump. Je veux quand même dire que ce documentaire n'aurait jamais pu, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux pour donner une viralité qui permet à des productions marginales en ligne de dépasser le cercle naturel de leur audience, qui devrait être quelques dizaines de milliers d'énervés en ligne, et qui va projeter, donner une puissance et une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce que représente, encore une fois, l'audience naturelle de ce type de documentaire. Plus simplement dit, il suffit pas d'avoir un titre ronflant et de s'exprimer de façon convaincante pour avoir quelque chose de vraiment intelligent à dire. En ajoutant de mauvais intervenants au débat scientifique, vous faites croire au public que ce dernier est une cacophonie, dans laquelle il faut choisir son camp en fonction de qui sera le plus convaincant. Et on voit ce que ça donne. Soyons concrets avec un exemple. Une des conséquences désastreuses de ce mauvais journalisme scientifique, parce que oui, parler du monde empirique, c'est en fait faire du journalisme scientifique. Je dirais même inévitablement faire de la vulgarisation scientifique, mais ça on va y revenir. Donc voilà, à peine plus de la moitié des Français se disent prêts, selon un récent sondage Ipsos, à accepter le vaccin contre la Covid lorsque celui-ci sera disponible. Ah non, chers amis les grands médias, quand on remonte à la source de cette défiance, on trouve certes des complotistes, des amateurs sans compétences qui ont diffusé de la mauvaise information, oui, d'accord, mais sur quoi s'appuient ces complotistes? Sur les voix dissidentes de la science sur lesquelles vous avez mis les projecteurs plein pot. Raoult, Perron, Toubiana, Montagnier, et avant ça, Joyeux, Serralini, Wakefield. Sauf qu'aujourd'hui, avec la pandémie, pratiquement tous les journalistes se retrouvent à devoir parler de science. Et beaucoup d'entre eux se prennent pour des journalistes scientifiques. Maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu, et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. Bon, là, M. Cosset, le dernier passage de la dictature, non. Là, ça s'appelle pas une dictature. Moi, je vais vous envoyer dans des pays de dictature. Je vais vous envoyer en Corée du Nord. Et vous verrez ce qu'est la véritable dictature. Donc ce témoignage, le dernier, on peut le récuser absolument. On peut effectivement dire qu'il y a une psychose, on peut dire que les mesures sont trop fortes, etc. Mais ce témoignage-là, il est forcément récusable. Mais en même temps, c'est la liberté d'expression. Vous n'avez pas encore parlé, Philippe Bédia. Moi,
J'aurais voulu poser une question à... Pourquoi vous riez? Attendez, pourquoi vous riez? Non, parce que vous, en quelque sorte, vous vous adressez à moi et je ne peux même pas vous répondre. Ah bah si, répondez, après Philippe Bilger, répondez. Je vous en prie, c'est vous qui animez Non, mais je le récuse parce que je vois bien que, effectivement, la musique derrière, effectivement... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous ai demandé ce matin, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui le regardent sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'essaie toujours d'être en miroir le matin. Ouais, et je vois que peu de gens aussi en parlent. Donc je veux pas être déconnecté du terrain. C'est un peu pourquoi je vous ai demandé de venir, mais en ayant quand même un regard critique dessus. Mais je vous ai coupé, allez-y. Non, je vous en prie. Les propos de ce médecin, d'abord, je pense, résonnent en lui, et comme vous le signifiez aussi, c'est la liberté d'expression. Maintenant, ce n'est pas le seul à le constater. Je pense que même de grands avocats ou de grands anthropologues peuvent aussi constater une dérive, je dis bien une dérive autoritaire sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui sous le joug d'une relative politique de la pensée, et je voudrais revenir juste un petit instant sur le qualificatif de complotiste. Je voudrais simplement rappeler que le Lancet, qu'est-ce que c'est que le Lancet sinon un complot? Sinon le fait de manipuler des chiffres. Qu'est-ce que c'est que la crise du Lancet, à votre avis? Et par rapport au... Ah, bah là, vous avez été coupé malheureusement, et on va croire qu'on vous a coupé. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le compte Tipeee de François, ils sont plus de 1000 à soutenir un des plus gros producteurs de désinformation, qui encaisse donc 12 000 € par mois. Vous trouvez ça choquant? Attendez, tous les experts en paille que les journalistes ont fait émerger, un citoyen les a récupérés pour en faire un documentaire. 190 000 € sur Ulule, et hier, en un jour, 100 000 € sur Tipeee. Tipeee, c'est par mois. De quoi ça parle? C'est facile, des hommes politiques, des scientifiques, des spécialistes en tout genre. Tous ceux qui avaient une voix dissonante à faire entendre, ils ont été rassemblés dans un film de près de 3 heures. Un énorme millefeuille. Alors en vrac, c'est Big Pharma qui veut qu'on reste malade, le virus qui a été créé en laboratoire, le confinement qui sert à nous priver de nos libertés, l'OMS qui ne conseille pas les masques, les médecins qui prennent le protocole Raoult quand ils chopent la Covid. Bon, évidemment, rien n'a été vérifié par les auteurs du film. En revanche, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers Captain Fact qui est en train de débunker ce film à la truelle. Mais vous savez quoi? Moi, j'en veux pas à l'auteur du docu, ni aux gens qui ont financé ça. Ces gens, ils ont perdu confiance en leur gouvernement, en leurs représentants. Et tout ce qui peut être mis dans le sac pensée mainstream, qui entre nous veut pas dire grand-chose, parce que les pensées mainstream, ils sont pas capables d'être d'accord entre eux. Donc, bref, c'est considéré d'emblée comme suspect et probablement faux, à vocation manipulatoire. De fait, tout discours qui défie l'autorité, qui va à contresens, est considéré comme digne d'intérêt, même s'il n'est pas intégralement cru. Il est au minimum accepté pour l'unique raison qu'il va à contresens de ce que disent les dirigeants. Vous comprenez ? Vous avez coécrit et publié une tribune signée par 200 avocats dans le JDD, des 200 avocats qui s'inquiètent finalement de ce confinement que vous qualifiez d'arbitraire. Pourquoi avoir pris cette initiative ? Écoutez, les avocats sont en général à la pointe de la défense des libertés des citoyens, et là on entendait assez peu le barreau s'élever contre cette mesure. Alors passé la sidération du premier confinement, on s'est vraiment rendu compte que ce deuxième confinement était totalement injuste et qui aurait des effets, à mon avis, à notre avis d'ailleurs, beaucoup plus délétères que le virus lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a motivé le barreau et d'autres juristes pour signer cette tribune. Alors dans les signataires de cette tribune, beaucoup de personnalités diverses. C'est vraiment une tribune transpartisane puisqu'on voit des élus, des avocats élus comme Louis Alliot, RN, maire de Perpignan, des juristes comme Guillaume Bernard, plutôt apparenté à droite, et des avocats clairement marqués à gauche comme Caroline Mécari. C'est une volonté de votre part d'avoir voulu faire signer à tous ? Tout à fait, on voulait absolument pas être partisan par cette tribune, on voulait montrer que c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques et qu'il y avait une prise de conscience qui se formait dans la société française à tous les niveaux. Et d'ailleurs, il y a des avocats d'affaires qui ont signé, il y a des pénalistes, il y a des avocats de province, il y a des avocats plutôt droits de l'hommisme, donc il y a vraiment tout type de personnes qui ont signé cette tribune et c'était un peu notre... Bernard Yaspierre, le réalisateur de Hold Up, réagit en direct dans les GG. Si dénoncer un complot, c'est être complotiste, je le suis. Ces paroles sont très intéressantes. La manière dont il est montré dans le film, alors ? Écoutez, moi ce que je comprends, d'abord,
il faut savoir que j'ai pris personne au piège. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai envoyé le film à Philippe 5 jours avant, donc il avait 5 jours pour me dire, écoute, non, j'ai envie que tu me retires, je suis pas d'accord parce qu'il y a des intervenants qui me gênent, tout ça. J'ai pas eu de réponse, donc voilà. Maintenant, ce qu'il dit aujourd'hui, et je trouve qu'il est très bien dans le film, parce que quand il questionne l'affaire du Lancet, parce que pour moi il est là. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot? La fameuse étude du Lancet. Ouais, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a payé cette enquête? Qui a payé cette étude bidon? Qui est derrière ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Douste-Blazy qui dénonce un complot. Donc moi je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste c'est quelqu'un qui dénonce les complots, je suis complotiste. Non, des papiers bidonnés dans des journaux scientifiques qui, bon là ça a été très rapide, heureusement pour nous, mais des papiers qui, 1 an après, 6 mois plus tard, montrent qu'ils avaient été bidonnés. Il y en a un paquet, parce qu'il en sort 380 000 par an. Mais vous avez vu la conséquence sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'Olivier Véran est revenu après? Le jour même, Olivier Véran a interdit. Bref, c'est un débat extrêmement compliqué qui attaque sur tellement de sujets à la fois que c'est extrêmement difficile à suivre. Il y a un article du Monde qu'on va pas lire ensemble, que je vous invite à le lire de votre côté, les contre-vérités de Hold Up, documentaire à succès qui prétendent dévoiler les faces cachées de l'épidémie, et il débunk un peu tout le bazar. Il donne ce que dit le documentaire et pourquoi c'est faux et blablabla. En gros, ils abordent une remise en cause hâtive du confinement, l'accusation infondée contre le docteur Fauci pour l'hydroxychloroquine et le SRAS, et un imaginaire pic de mortalité après le Lancet Gate, l'intox du Rivotril et de l'euthanasie des personnes âgées, l'exemple enjolivé de la Suède, une fausse information sur les camps d'internement Covid au Canada, un prétendu test pour détecter le Covid 2019 dès 2015. Je vous invite à lire, c'est assez intéressant également de ce côté-là. Deuxième chose, ce documentaire a été financé grâce aux plateformes de financement participatif. Sans ces plateformes de financement, on n'aurait pas eu un produit aussi bien léché, aussi de qualité, qui singe d'ailleurs, il faut bien regarder un peu la forme, qui singe les codes télévisuels et qui apporte une sorte de crédibilité. Une plateforme qui a tout de même réuni plus de 200 000 euros, alors qu'il était demandé à l'origine sur le crowdfunding que 20 000 euros. Comment est-ce qu'on explique ces résultats impressionnants? C'est tout l'écosystème des réseaux sociaux. D'abord, il y a une base, il faut qu'on comprenne bien comment est apparu ce documentaire. Il y a d'abord une base militante qui a créé une certaine viralité au sein de communautés militantes, qui ont invité tout le monde à venir participer, d'abord à partager et à venir payer. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont levé déjà 200 000 euros sur l'une des plateformes, mais qu'ils en sont aujourd'hui, grâce à la plateforme Tipeee, à lever, écoutez-moi bien, plus de 125 000 euros par mois. Donc dans les mois qui viennent, c'est vraiment le jackpot, ce projet, qui est un projet idéologique et politique, va réussir à devenir non seulement pérenne, mais va probablement poursuivre dans leur production, et il y aura probablement un hold-up 2. Je m'adresse aux médias qui risquent d'accuser peut-être ce documentaire d'être complotiste. Eh ben, vous avez peut-être raison, mais prouvez-le. Comme ça, en essayant de prouver pourquoi ce documentaire dit n'importe quoi, si tel est le cas, eh ben, on va mettre ces questions-là sur la table et tous les citoyens vont pouvoir être amenés à réfléchir et à constater les faits à l'appui, ce qui se passe sous leurs yeux. Oui, en fait, j'ai été pas du tout étonnée du contenu de ce documentaire. J'ai trouvé d'assez piètre qualité, donc je m'étonne un peu de l'emballement en fait autour de ce documentaire parce qu'il est pas très bien réalisé déjà, et surtout il reprend tous les poncifs conspirationnistes tels qu'on les entend depuis plusieurs années maintenant. Et donc c'est une espèce de recyclage de thèses complotistes qui circulent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec évidemment des angles idéologiques assez marqués. Marie, s'il vous plaît, quels sont pour ceux qui ne le verront jamais, qui ne le regarderont jamais, quelles sont les 3-4 idées forces qu'on y développe? Alors, c'est un complot mondial déjà, cette pandémie? C'est un petit peu plus subtil que ça. Vous savez, les conspirationnistes n'aiment jamais se montrer conspirationnistes, donc c'est rare qu'ils dénoncent vraiment de manière franche un complot mondial. Non, ce documentaire, il s'attache plutôt à distiller le doute sur une série de choses qui ont été effectivement soit problématiques, soit gérées de manière pas très cohérente, comme vous venez de le souligner. Par exemple, il s'attache à critiquer la politique en termes de port du masque. Il s'attache à s'attaquer les lobbies pharmaceutiques, les vaccins, les mesures sanitaires de manière générale. Et donc, en fait, c'est pas vraiment un propos très cohérent. C'est simplement traquer ce qui serait le signe de mensonge, entre guillemets, de la part de l'État ou du pouvoir politique, et qui serait donc le signe qu'on nous ment. C'est ça, finalement, l'imaginaire
imaginaire complotiste. C'est traquer toutes les incohérences qu'on peut trouver pour dire... Je vous trouve indulgent, Marie, parce que on a quand même le coup des camps. On a le coup des camps au Canada, quand même, où on explique que peut-être on pourrait parquer les malades au Canada. On a quand même Monique Pinson-Charlot, on a passé l'extrait tout à l'heure, qui dit qu'il s'agit... Elle dit qu'il s'agit quand même, pour la population riche de l'humanité, je me demande si elle n'utilise pas le mot tuer, 3,5 milliards d'individus, les pauvres. C'est en gros, à travers cette maladie, il y a un projet des riches, si j'ai bien compris, après tout, j'ai peut-être mal compris, qui serait de tuer 3 milliards d'individus pauvres sur la planète. Détrompez-vous. Holocauste, elle parle d'Holocauste. Vous dites qu'ils veulent pas, je ne trouve pas spécialement discerner nos amis réalisateurs et surtout les intervenants de ce film, non? Détrompez-vous, je n'ai absolument aucune indulgence, au contraire. Moi, je vous disais que c'était de piètre qualité, c'est que vraiment, je trouve ça très mauvais et je trouve ça très problématique idéologiquement, bien évidemment. Quand je dis que c'est un documentaire conspirationniste, ça me dit bien ce que ça veut dire. Et effectivement, les intervenants ont pour certains des propos totalement outranciers. Il n'y a pas que Pinson-Charlot d'ailleurs. Il y a énormément de références, notamment à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, ce qui est complètement aberrant, mais ce qui est tout à fait classique dans la rhétorique conspirationniste. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il n'avance pas une thèse construite. Il n'avance pas des preuves du complot mondial parce qu'il n'y en a pas, évidemment. Il s'attache plutôt si vous voulez, à traquer toutes sortes de phénomènes épars pour voir une espèce de pseudo-unité à travers ces phénomènes épars. Moi d'abord, je vais très bien. Je l'ai dit plein de fois sur Twitter et tout, mais bon, vraisemblablement, voilà, il y a le mythe de la femme faible qui doit être forcément au 36e dessous. Moi, je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie, physiquement, moralement. J'ai jamais eu autant de taf, j'ai jamais eu autant de sollicitations. Je me suis jamais sentie aussi libre dans ce que je disais et dans ce que je faisais. Voilà, je me sens ajustée, alors que ces dernières années, quand je dis ajustée, ça veut dire que j'ai vraiment senti... moi, la casquette d'expert du complotisme, bon, je la prends parce que quelque part, voilà, c'est logique, j'ai écrit 2 bouquins là-dessus et tout, voilà, je vais pas non plus commencer à faire ma diva et dire non, en fait, j'ai pas envie de parler de ça. Enfin, voilà, j'assume en fait ça et le fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et que, mais en même temps, c'est pas mon cœur, quoi, c'est pas ce qui m'anime au fond de moi. Voilà. Armel Lévy. Et si tout cela n'était qu'une entreprise de manipulation globale? C'est la thèse d'un documentaire qui fait déjà beaucoup de bruit. La majorité crie au complotisme, le député LREM Mounir Majoubi par exemple. Le but, c'est de venir instiller le doute, de dire regardez, si tous ces experts ont des doutes, c'est bien que quelque part quelqu'un nous ment. Hold Up, c'est le titre de ce documentaire, on en parle juste après ça dans le journal. Hold Up, le titre de ce documentaire complotiste diffusé sur internet. Un film qui remet en cause les politiques déployées pour lutter contre le coronavirus. Il a été financé par des cagnottes en ligne et il fait intervenir des spécialistes parfois contestés par le monde scientifique et il inquiète surtout le gouvernement et la majorité, Jacques Serret. C'est un film long, 2h45, très mis en scène avec de la musique dramatique. On peut y entendre les témoignages de scientifiques, de médecins français et étrangers, un panel d'intervenants riches, mais le discours est toujours le même, relativiser l'épidémie. Le coronavirus n'est pas grave, le masque ne sert à rien. Et paradoxe, le film pointe les failles du gouvernement qui n'a pas anticipé leur distribution. Au final, Hold Up instille l'idée que les dirigeants politiques et les scientifiques seraient de mèche, voire corrompus au seul bénéfice des industries pharmaceutique. Pour la députée En Marche Coralie Dubost, ce documentaire est complotiste. Il y a des faux liens logiques qui sont créés, qui relèvent de la nature de la théorie du complot et se présentant comme un documentaire. Et c'est bien tout l'aspect qui est gênant. Pourtant, une ex-députée En Marche, Martine Vonner, intervient dans ce film. Elle n'y trouve rien à redire et assume complètement. Dès que quelqu'un s'écarte d'une forme de pensée unique, il est taxé de complotiste. Alors je ne sais pas. Il y a un moment où je me dis que c'est presque une qualité. Un débat qui va au-delà de la sphère politique. L'actrice Sophie Marceau a fait la promotion du film sur son compte Instagram. Le focus média du jour, c'est pas une plante, c'est un documentaire complotiste qui a envahi Internet et les réseaux sociaux. Oui, c'est très sérieux, ça s'appelle Hold Up, c'est un film financé à hauteur de 200 000 € par des internautes. Il est disponible à la location sur plusieurs plateformes de partage de vidéos depuis mercredi, après une campagne de teasing sur les réseaux sociaux le mois dernier, et il prétend faire toute la lumière sur un vaste complot mondial entre Covid, 5G et nanoparticules, un complot dont l'objectif serait d'anéantir une partie de la population. Tristan Mendès France, maître de conférence associé à l'université Paris Diderot et collaborateur de l'Observatoire du conspirationnisme, a expliqué à Louise Bernard en quoi ce film posait problème. Le problème avec ce documentaire, essentiellement, c'est qu'il véhicule un fatras de théories complotistes. C'est un documentaire anxiogène, à charge, et qui cible une sorte d'élite mondialiste qui chercherait à asservir, exploiter ou exterminer une partie de la population.
On en parlait hier dans le journal avec le rapport sur la lutte contre la désinformation. Ce sont à nouveau les réseaux sociaux qui sont pointés du doigt. Ils offrent une exposition démesurée à des propos marginaux. Face à l'ampleur prise par le phénomène, la plateforme de partage de vidéos Vimeo a retiré le documentaire, mais il reste accessible sur d'autres sites. Et selon Tristan Mendes France, il est crucial d'agir avant que les internautes n'aient accès à ces contenus. C'est très difficile de lutter contre ce documentaire du moment qu'on y a été exposé. Si quelqu'un a été exposé à ce documentaire, je crains que ça va générer dans son esprit, s'il n'y a pas de distance critique, une vraie confusion par rapport aux contraintes sanitaires dans lesquelles on est, va probablement éveiller des suspicions, pourquoi pas de l'animosité envers les autorités, le gouvernement. Je pense que la meilleure façon de lutter, c'est de prévenir ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore basculé, et de leur dire qu'effectivement ce documentaire est à la fois dangereux, plein de contre-vérités, et qu'il joue essentiellement plus sur l'affect que sur la raison. Je disais tout à l'heure, avant que malheureusement il n'y ait cette coupe, pour moi il y a quand même des preuves tangibles d'une manipulation à haut niveau, et notamment avec cette affaire du Lancet. Maintenant, j'aimerais, si possible, que l'on puisse réévoquer encore cette question du Lancet. Oui, alors c'est très, le Lancet, et c'est vrai que le Lancet va dans la thèse, parce que le Lancet a fait une étude bidon sur l'hydroxychloroquine. Mais tout le monde est d'accord dessus. Donc s'il y avait complot en même temps, on n'aurait pas reconnu que cette étude était bidon, puisque ça a été démonté immédiatement. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les complotistes. Mais je vous remercie en tout cas, monsieur Côté. Qui orchestre cela? Et qui orchestre ça, Brigitte Billot? C'est quoi, qui orchestre ça? Justement, les intérêts, il y a un énorme business à faire. En jeu, il y a quelque chose comme 850 milliards. Ah, c'est complotiste, ce que vous dites. Bon, en tout cas, moi, on va pas continuer parce que on va être à la fin de la première partie. L'objectif des labos, on passer par une vaccination qui n'est même pas obligée. Et, enfin, il faut quand même retomber sur terre, enfin. Je vous dis, c'est pour ça que c'était intéressant d'échanger ce matin. On a vu ces extraits, chacun en pensera ce qu'il veut. J'ai pas entendu ce que monsieur a dit sur la vaccination. Qu'est-ce que vous avez dit sur la vaccination? Donc, on semble se glisser vers une vaccination pour un virus qui mute, qui touche manifestement 0,5% de la population. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas eu de randomisation ni de double aveugle. Il n'y a pas en phase 3 les 10 Pardonnez-moi, monsieur. Pardonnez-moi. Donc, Brigitte Millot vous répond, mais très court. Monsieur Cossé. L'étude est faite en double aveugle. Ni les médecins ni les patients ne savent s'ils ont le placebo ou s'ils ont l'ARN messager. Oui, mais c'est pas randomisé non plus, et normalement il faut 10 ans. C'est aléatoire. Et c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Non, l'étude est randomisée. Elle est randomisée. Donc vous vous trompez, monsieur Cossé. Excusez-moi, mais de quel vaccin parlez-vous? On parle de Pfizer avec les 1950 personnes qui ont eu le vaccin et les 1950 autres qui ont eu le placebo. Personne ne savait qui avait le placebo, ni les médecins, ni les patients. Voilà. Et donc avec une étude comme ça, je ne comprends pas l'intérêt, encore une fois, de remettre en question une étude qui n'est pas publiée encore. D'habitude, il faut 10 ans, moi je comprends pas pourquoi. Mais l'urgence, mais madame, l'urgence, il y a 60 000 morts par an d'erreurs médicales. Il y a 70 000 morts par an de maladies respiratoires. On peut pas un thermomètre de l'Europe. Christophe Cossé, je vous remercie. Christophe Cossé, je vous remercie, mais là... Covid. Oui, j'entends bien Christophe Cossé, mais ça c'est votre avis et c'est la thèse du film. C'est un constat. Non mais c'est la thèse du film et c'est pour ça, moi vraiment... Il y a des morts d'un côté qu'on doit... Mais je suis parfaitement d'accord, je trouve que cet argument n'est pas bon du tout. Mais d'abord je vous remercie, monsieur Cossé. C'était intéressant de vous écouter, c'était intéressant d'avoir écouté des gens qui pensent différemment. Douste Blazy, ancien ministre de la Santé, je crois que c'était sous Chirac ou sous Sarkozy, je sais plus. Qui était dans ce documentaire et qui a fait un rétropédalage, qui a dit que c'est absolument scandaleux, machin. Les 2 courtes fois où il est intervenu, c'est pas courte fois, Philippe. C'est là où on voit qu'en fait, même si tu sors du milieu politique, parce que Philippe Douste-Blazy, il est revenu dans le monde de la médecine. Après, je sais pas s'il a gardé ses émoluments en tant qu'ancien ministre, homme d'État, etc. et tout, mais il est revenu à ce qu'il aime, la médecine. Mais quand tu as été dans le milieu politique, tu restes, je suis désolé, hein, tu restes une crapule. Parce que c'est ancré en toi. Donc il est revenu dessus, il a dû se manger de sacrés coups de pression. Il est revenu dessus, en disant que c'était scandaleux, etc. Mais quand vous le regardez, quand il est dans ce reportage, et que derrière lui, il y a les 2 petites télés avec l'affiche du documentaire, avec les masques, CNews, BFM, tu sais très bien à quoi tu vas participer. Arrête de prendre les gens pour des cons. Vous comprenez? Je pense qu'on pourrait même mettre une théorie sur la table qui dit que le spaghetti volant a créé la Covid. Cette théorie serait acceptée au simple prétexte qu'elle va à contre-courant de ce que disent nos représentants. C'est une vertu en soi.
c'est devenu un argument, c'est devenu une valeur, c'est devenu la garantie qu'il y a quelque chose, quelque part il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui vaut le coup. Il y a un a priori, un parti pris contre l'hydroxychloroquine qu'il va bien falloir élucider. Parce que c'est ça le problème fondamental. Pourquoi ce traitement suscite-t-il une telle levée de boucliers chez certains, notamment d'ailleurs chez certains blogueurs? Alors d'où viennent, pourquoi d'un seul coup des blogueurs ou j'ai vu un blog d'un Belge, là, un zététicien, qui, paraît-il, est là pour raisonner par lui-même, refuser tout ce qui est dit. D'un seul coup lui et un certain nombre de ses collègues sont tous foncés pour détruire le professeur Raoult sur cette vidéo. Voilà, je renvoie les gens qui s'intéressent à un type qui s'appelle le docteur Sam, qui a fait une vidéo, qui est un zététicien belge, et qui a expliqué que l'étude de The Lancet, il a fait ça tout de suite, était une étude en béton armé, et que c'était fin de partie pour le professeur Raoult. Salut Internet. Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, le fameux protocole Raoult, ça marche pas. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font en fait confiance à Raoult parce qu'il se présente comme étant anti-système. Mais est-ce que vous savez ce que c'est être anti-système? Personnellement, j'ai passé les 3 premières années de ma vie d'adulte dans des squats, alors venez peut-être pas me faire des leçons de rébellion. Faut-il parler d'un documentaire sur la crise du Covid qui s'appelle Hold Up, Olivier? Oui, j'ai choisi de vous en parler un vendredi 13. Un hasard? Vous croyez, Yves? Non. Ouais, je n'y crois pas, effectivement. Et le complotisme, ça commence comme ça. Vous posez une question ou une affirmation complètement décalée ou sans réponse, vous installez le doute. Des critiques, il y en a sur la gestion du Covid, fort heureusement. Ce documentaire Hold Up les surexploite, mais il va beaucoup plus loin. Il relie tous ces doutes avec quelques contre-vérités pour construire une théorie. Et sa conclusion, au bout de presque 3 heures, est la suivante. Un grand complot mondial, Bill Gates et d'autres, ont diffusé le coronavirus pour restreindre nos libertés, puis nous inoculer un vaccin qui, avec des nanoparticules, va permettre de contrôler toutes nos vies avec la 5G. Tu me plaisanteries? Non, je ne caricature pas. J'ai regardé, C'est un combo de toutes les théories complotistes du moment, de quoi occuper Jean-Mathieu Pernin qui décrypte les fake news pour nous tous les matins sur RTL pendant au moins 2 semaines. Mais peut-on parler de phénomène? Oui, parce que c'est un documentaire réalisé avec des moyens d'abord, de belles images, parce que des personnalités comme Sophie Marceau, Juliette Binoche, Carla Bruni, le gilet jaune Maxime Nicole et quelques parlementaires l'ont déjà relayé. 6 millions de personnes en France ont vu ces derniers jours sa bande-annonce apparaître dans leur fil sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et ce n'est que le début. Sa puissance virale est énorme. Vous ne passerez peut-être pas le week-end sans qu'un ami vous en parle ou vous le suggère, si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est assez facile de démontrer les fausses informations que contient ce documentaire, non? Bah non, parce que c'est une mécanique en fait redoutable. En vous disant que c'est un documentaire complotiste, je valide le grand complot, puisque forcément, moi, vous, nous appartenons au grand complot. Vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Les politiques aussi auront beaucoup de mal à en parler, sauf ceux que ce relativisme intéresse électoralement. Ils sont généralement dans les extrêmes, extrême gauche comme extrême droite. Ils ne vont pas forcément soutenir le documentaire, mais pas le dénoncer, dire qu'ils ne savent pas, que tout n'est pas forcément faux. Ce type de documentaire permet de tout relativiser. Il n'y a plus de faits, ce que vous nous dites n'est ni vrai ni faux, c'est votre opinion, et ça permet de dire tout et n'importe quoi ensuite en toute impunité. Et évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis. Tout à fait, cette ambiance, ce relativisme a aidé Donald Trump à accéder au pouvoir il y a 4 ans et lui a même permis 4 ans plus tard de recueillir encore plus de voix. Ce complotisme, dans sa mécanique, déconstruit, comme le fait une secte, ce qui nous permet d'échanger. Être d'accord par exemple sur le fait que la Terre n'est pas plate devient difficile. Le dialogue entre un amateur de complot et une autre personne, même proche, devient impossible. Ce sont 2 mondes parallèles. Pour reprendre une citation de l'écrivain américain Mark Twain, une citation que j'ai lue dans l'hebdomadaire Le 1 de cette semaine qui, comme par hasard, porte sur le complotisme, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Il l'a écrit il y a bien plus d'un siècle, bien avant les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Mais les femmes qui sont dans ce documentaire, chapeau. On est dans un monde où aujourd'hui c'est la femme qui prend les devants, qui dit des vérités, qui remet les choses à leur place.
voulais savoir s'il va y avoir des quand même éveil de conscience. C'est-à-dire qu'on va se prendre... J'ai l'impression que certains parlementaires là vont tomber de haut. Hein. Ce film va les secouer. Mais est-ce qu'ils vont aboutir là? Je vais éclaircir les racines. Il y a le cimetière. Ils ne vont pas aboutir. Hein. Ça va aider quand même à ne pas... parce que là, il y a quelque chose qui se met en route, hein, tout doucement, avec cette peur, cet enfermement, tout le monde déprime, l'économie qui se casse la figure. Là, j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent vont devoir arrêter cela. Hein. Je vais encore éclaircir le cimetière. Il y a la clôture. Ah oui. Ils vont commencer à être bridés, hein, parce que ces arguments-là, ils ne pourront pas dire non, puisque c'est eux-mêmes, c'est leurs paroles propres qui sont reprises dans ce film. Alors, je vais encore éclaircir le chêne. Il y a le violon. Le violon, on se plaint. D'accord. Donc, quelles seront les retombées de ce film, Hold Up, concernant ce qui se passe? Je dirais qu'il y a quand même des gens du Sénat, du Parlement, qui vont vraiment découvrir la chose. Le but du gouvernement qui veut justement que, avec le chêne, les institutions gouvernementales, c'est-à-dire ils veulent les convaincre, hein, donc qu'ils adhèrent à eux, ceux-là vont se plaindre, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être d'accord, et c'est comme si ceux qui nous gouvernent, là, ça s'arrête, et ils sont limite, enfin, on leur impose une certaine, ils sont clôturés, hein, c'est-à-dire ils sont mis de côté, ils seront beaucoup moins, ils auront moins de pouvoir de décision. Il y a quelque chose là avec les masques qui je sais pas trop, je vais éclaircir au milieu. Il y a le gui. Ça, c'est le soin. Alors, on dirait que le masque ne va plus être obligatoire après ce film. Parce qu'il y a un événement imprévu là qui arrive. Alors, la Vierge, ça peut être le vaccin. Mais la pensée, c'est une belle carte qui tient à cœur. Les gens, c'est ceux qui sont malades. Alors, où il va y avoir beaucoup de gens malades suite au masque, avec des débordements, on étouffe. Et cet événement va amener peut-être autre chose pour éviter les masques, pour se soigner. Arraché dans mon canapé, j'ai fixé cet objet lumineux. J'entendais mais je ne l'écoutais pas. Ma tête calmement calée dans cette lucarne d'éternité. Je voyais mais je ne regardais pas. Alors je décidais aujourd'hui de la quitter, de partir loin de ces idées. Alors j'ai mangé pour comprendre son absence. De tout ça a-t-il vraiment sens? Sur mon canapé, j'ai fixé ton ongle plafonnier, me demandant ce que j'allais pouvoir boire. Ma tête nerveusement calée devant un mur blanc cassé et fait patiner. Je regardais mais y avait rien à voir. Alors j'ai décidé de sortir de ma cité.
je criais mon désespoir, on m'écoutait mais on n'entendait pas. Ma tête fermement calée, je tapais des mains et des pieds. On me voyait mais on ne me regardait pas.